Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est l'instant philo. Didier Guillaumet étudie la magie et la technique. Quant à Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, elle nous présente la deuxième partie de Jacques Abeille, les jardins statuaires. Quant à Annie Drogou, dans ses lieux-dits, elle interviewe Agostino Agundu pour Entraide Addict. L'instant philo. La magie et la technique. Rapprocher la magie de la technique peut paraître à première vue paradoxal, voire incongru. La technique, un des piliers du progrès humain, peut-elle être en effet sérieusement comparée avec cette magie que l'on trouve dans des spectacles de cirque ou de music-hall ? Certes, derrière les numéros d'illusionnistes comme Houdini ou de médiums hypnotiseurs comme Mesmer, il y a quelques trucs, c'est-à-dire des techniques subtiles qui sont faites pour nous tromper et nous émerveiller. Le film de Christopher Nolan, Le Prestige, décrit bien la manière dont les tours de magie sont techniquement élaborés. Mais franchement, cela suffit-il pour mettre dans le même sac magie et technique ? Évidemment non. La magie ne renvoie pas qu'à l'art des illusionnistes. Elle est aussi très prisée actuellement dans les œuvres fantastiques. Une autre objection dès lors peut être formulée contre ce parallèle que nous désirons établir. N'est-il pas ridicule, en effet, de supposer une proximité de nature entre, d'une part, des productions techniques qui ont très concrètement changé l'histoire des hommes, et d'autre part, les créations de notre imagination qui nous entretiennent d'anneaux magiques ou des aventures d'Harry Potter. Pourtant, subsiste en nous une étrange fascination pour les pratiques magiques. C'est que la magie a été pendant très longtemps, et c'est loin d'être fini, tout autre chose qu'un simple numéro de cirque ou qu'un ingrédient très vendeur pour la littérature fantastique. Les devins, les marabouts, les sorciers, les chamans ont eu pendant très longtemps une place de choix dans toutes les civilisations. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient leurs Pythie, les Romains leurs Sibylles, les Perses leurs mages, les Gaulois leurs druides. Et plus proche de nous, les Sioux, leurs sorciers, le royaume du Bénin, le centre de la magie noire, à Porto Novo, et les tsars russes, leur Raspoutine. Cette croyance dans des pratiques magico-religieuses est encore présente, comme nous le rappellent avec force les ethnologues, parfois même dans notre propre pays. C'est ainsi que dans un ouvrage de 1977 devenu un classique, Les mots, la mort, les sorts, la sorcellerie dans le bocage, l'ethnologue Jeanne Favret-Saada a décrit des pratiques de sorcellerie qu'elle a pu observer en Mayenne. La magie est ainsi une réalité anthropologique qui a marqué l'histoire et n'a pas complètement disparu. La fascination que nous avons pour les numéros de magiciens et les histoires de sorcellerie prend sûrement sa source dans une mémoire collective où les pratiques magico-religieuses de nos ancêtres ont laissé leur empreinte. Une petite musique résonne toujours en nous qui en témoigne. Notre réticence à comparer technique et magie tient à ce qu'on occulte, le fait que cette dernière a eu une place si importante dans le passé. Il est vrai qu'avec l'avancée des sciences et la plus grande maîtrise technique de la nature qui en découle, le crédit accordé aux pratiques magiques a été en grande partie sapé. On s'accorde dorénavant à voir dans les anciens rituels magiques un ensemble de procédés qui donnaient le sentiment rassurant d'avoir un certain pouvoir, une sorte de maîtrise, face à des phénomènes et des situations dont les causes étaient méconnues. Les humains faisaient alors l'hypothèse de forces cachées de la nature sur lesquelles certains initiés étaient capables d'agir.
La magie a été ainsi pendant très longtemps une croyance qui permettait aux hommes de ne pas se sentir désespérément démunis face à des événements naturels qu'ils ne comprenaient pas. Quand les lois de la nature ont été mieux comprises, et qu'il a été possible de s'en inspirer pour créer des techniques efficaces, la magie a perdu en grande partie sa raison d'être. Elle est devenue un ensemble de pratiques placées du côté de la superstition, une activité qui permet aussi à des illusionnistes de présenter au public des numéros divertissants. Enfin, un thème très populaire dans les romans, les séries ou les films fantastiques, où l'on raffole de tout personnage pourvu de dons extraordinaires. Comme c'est à partir de ce qu'est devenu majoritairement la magie que nous avons tendance à en juger maintenant, nous en minimisons l'importance et ne voyons plus ces liens avec la technique. Mais l'intérêt que nous portons à ces formes dérivées et distrayantes des anciennes pratiques magiques montre que malgré tout, ces pratiques restent dans l'inconscient collectif. Le rapport que nous entretenons donc à la magie dans nos sociétés technologiquement avancées est plus complexe, plus ambivalent et plus profond qu'on ne se l'avoue. Comment expliquer cela ? Si les progrès techniques ont chassé la magie de sa place centrale au sein des sociétés, n'est-ce pas, pour utiliser une métaphore, parce que magie et technique sont des réalités de la même famille, mais qui se comportent toutefois très souvent comme des sœurs ennemies. Elles ont en effet des fonctions et des rôles sociaux si proches que le succès de l'une fait de l'ombre à l'autre. Pourquoi, par exemple, faire appel à des rituels ésotériques, aux résultats aléatoires, pour que la récolte soit bonne ou pour se soigner, quand une connaissance des lois de la nature a permis de développer des techniques agricoles et médicales efficaces. Et, corrélativement, on le voit, l'insuccès de l'une peut restaurer le prestige de l'autre. C'est pourquoi, quand l'efficacité technique trouve ses limites, la magie peut devenir de nouveau attrayante. Un individu malade qui constate que la médecine reste impuissante à le soulager et à le soigner n'hésitera pas longtemps, en désespoir de cause, à se rendre chez un magnétiseur ou chez un quelconque guérisseur aux pratiques mystérieuses. Et les personnes placées dans des situations qui semblent sans issue se mettent parfois spontanément, alors qu'elles n'étaient pas spécialement pieuses, à faire des prières et d'étranges incantations pour tenter de changer la donne, éventuellement à consulter voyante ou médium. Ce qui rapproche ainsi magie et technique, c'est qu'elles se présentent toutes deux comme des manières d'agir efficacement sur la nature en vue d'obtenir un résultat précis. Expliquons cela plus en détail. La technique, selon la définition du philosophe André Lalande, est l'ensemble des moyens bien définis et transmissibles destinés à produire des résultats jugés utiles. La magie peut être définie de façon assez similaire finalement. Elle désigne en effet l'ensemble des moyens, souvent assez mal définis et transmissibles aux seuls initiés, destinés, comme c'est le cas de la technique, à produire des résultats jugés utiles. Technique et magie visent donc le même but, mais les procédés pour y arriver diffèrent. Alors que les outils, méthodes et machines employés par un technicien ou un artisan sont bien déterminés et peuvent être expliqués et transmis, on remarque qu'un magicien ou un sorcier étonne le plus souvent avec les potions, formules et simagrées mystérieuses et souvent incompréhensibles qu'il mobilise. Les ouvrages de vulgarisation technologique sont légion et n'ont d'autre ambition que de transmettre des savoir-faire déjà expérimentés. Les livres de sorcellerie, quant à eux, sont plus rares et réservés aux initiés, c'est-à-dire qu'ils sont ésotériques. Ce sont des ouvrages qui ensuite prétendent ouvrir la porte à des pouvoirs cachés extraordinaires, comme en témoigne l'appellation de clé de Salomon, attribuée au Moyen-Âge à divers grimoires de magie. Enfin, l'efficacité de la magie est sujette à caution, alors qu'une technique bien maîtrisée est fiable. Le marabout ou le devin peuvent toujours invoquer l'intervention d'une force qui contrarie les procédés magiques quand ça ne marche pas. Mais à force d'insuccès ou de résultats complètement aléatoires, la magie a fini logiquement par être supplantée par des techniques que les progrès scientifiques ont rendues très performantes. La magie se présente donc comme une pseudo-technique. Elle a en commun avec la technique le même but utilitaire, la même prétention de pouvoir agir efficacement sur la nature, le même souci de mobiliser des moyens. Mais elle s'en distingue par un manque d'efficacité.
un manque de rationalité dans le déploiement des moyens et par une prétention démesurée à trouver des solutions à tout qu'elle cache derrière souvent cette prétention, les habits du sacré, dans un contexte où l'ignorance des hommes les rend complètement crédules. Il ne s'agit pas en effet de regarder avec mépris toutes ces générations passées qui ont cru à ces pratiques qu'on juge maintenant superstitieuses. Faute d'avoir une connaissance des lois de la nature, les hommes, pour éviter le désarroi que peut provoquer un sentiment d'impuissance, ont produit cette fable d'une maîtrise des choses passant justement par la magie. Pour Bergson, cette fabulation a été tout à fait vitale pour lutter contre une dépression qui aurait pu être néfaste à notre espèce. La magie a été aussi, il est bon de le souligner, un creuset où de vraies techniques se sont élaborées. On sait que les sorciers guérisseurs finissaient par acquérir une vraie connaissance des plantes et des éléments qui leur permettaient de proposer des remèdes efficaces. L'alchimie, qui cherchait à produire une transmutation des métaux, est souvent présentée comme une proto-science, c'est-à-dire une pratique qui va aboutir, à force de manipulation de la matière, à donner naissance à la chimie. Les pratiques magiques ont ainsi préparé l'avènement des sciences et des techniques modernes qui vont finalement les remplacer. Magie et technique ont, à bien des égards, des destins mêlés. Elles se présentent comme deux réalités qui chacune ont en commun bien des caractères, c'est-à-dire des qualités, mais aussi, il faut le souligner, des défauts. Les technologies, fortes de leur succès incroyable, peuvent nourrir elles aussi le sentiment délirant qu'on peut avoir réponse à tout, et qu'il est possible de repousser les limites de l'humanité. Certaines techniques estiment qu'il serait possible de vaincre la mort sans avoir à se baigner dans la fontaine de jouvence, que nous allons pouvoir transformer l'espèce humaine en prenant le rôle que la nature avait jusqu'à présent dans le processus évolutif. Bref, que tous nos problèmes et notre vie elle-même pourront être pris en charge efficacement grâce à nos technologies. En somme, notre perception du pouvoir technologique se teinte de considérations magico-religieuses. Les technologies contemporaines, en se substituant aux pratiques magiques ancestrales, n'ont pas tourné la page du fantasme de la toute-puissance auquel le sorcier, le mage et le marabout fournissent une figure emblématique. On insiste ainsi à un retour à la mentalité magico-religieuse. Pour saisir pourquoi la figure du magicien et du sorcier symbolise le désir de tout contrôler, il suffit d'examiner leur attitude, bien différente de celle du religieux. Les religions invitent à l'humilité et au respect face au sacré qui le dépasse. Le croyant qui prie s'incline, reste souvent silencieux, baisse la tête. Les sorciers, quant à eux, restent debout quand ils sont en action. Avec leurs baguettes dressées et souvent menaçantes, ils donnent des ordres et cherchent à maîtriser la nature en déclamant à haute voix des formules mystérieuses. Leur comportement manifeste un sentiment de supériorité, voire d'arrogance, face aux éléments qui doivent se plier à leurs injonctions. Alors, pourquoi ce succès actuel pour le thème de la sorcellerie et de la magie dans les œuvres de fiction ? Qu'on songe à Harry Potter et à des séries comme Charmed, Le livre perdu des sortilèges, Les nouvelles aventures de Sabrina, Motherland, For Salem, etc. On peut faire l'hypothèse que l'engouement pour ces personnages au pouvoir extraordinaire vient de ce qu'ils flattent et confortent le sentiment de toute puissance que le succès foudroyant et rapide de nos technologies peut faire naître en nous.
Ils ne sont sans doute pas que des figures sympathiquement distrayantes, car ils symbolisent aussi une certaine démesure de notre civilisation technologique qui se croit parfois capable de tout maîtriser. Reste que ce délire de la présomption s'accompagne souvent de la peur d'être dépassé par ce que l'on a créé. Les progrès considérables de l'intelligence artificielle, la convergence de diverses technologies, mais aussi toutes les conséquences écologiques de notre développement technique nourrissent les pires dystopies. Pour le coup, il est à craindre qu'à force de se prendre pour des magiciens tout-puissants, nous soyons devenus surtout des apprentis sorciers qui risquent d'être de plus en plus dépassés par les forces que nous mettons en œuvre. Une meilleure connaissance des lois de la nature a, en son temps, on l'a vu, ruiné le prestige de la magie ancestrale. Peut-être faudra-t-il que les lois de la nature se fassent connaître à nous sous une forme nouvelle pour que nous arrêtions de prêter à nos technologies ces pouvoirs extraordinaires que nous avions tendance à attribuer avant aux sorciers et aux magiciens. Chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Les jardins statuaires, deuxième partie. Dans la première partie de l'émission qui a été consacrée au livre de Jacques Abeille, Les jardins statuaires, le voyageur, sous l'emprise d'une excitation joyeuse, selon ses propres mots, a décidé de noter tout ce qu'il apprendra des coutumes du pays des statues durant son séjour. Ce qui semble inquiéter le doyen du domaine qui l'a accueilli. Cependant, son guide propose de lui prêter quelques livres de la bibliothèque du domaine pour l'aider dans ses recherches. « Tenez, me dit-il, je vous ai apporté les livres que je vous avais promis. » Je me souvins alors que nous avions parlé lors de ma visite sur son domaine de la littérature locale, essentiellement consacrée au destin de ceux qui, par la vertu d'une statue, se voyaient élevés au rang d'ancêtres de la communauté. Je les ai empruntés pour vous à la bibliothèque du domaine. Je vous suis très reconnaissant d'avoir pensé à moi, je compte les lire avec beaucoup de soin. Vous n'avez rien trouvé dans la bibliothèque en ce qui concerne les récits de voyage ? J'ai cherché de nouveau, non, il n'y a rien. Je vais donc innover, dis-je en riant. Vous savez, lui dis-je, j'ai commencé à travailler au récit de ma première visite. Mais déjà, je vois apparaître des défauts dans mon information. Il faudra que je vous montre mon travail. En fait, je compte bien avoir recours à votre aide. Je serai tout entier à votre disposition, dès que je pourrai me libérer de certaines obligations. Il prit congé, et de mon côté, je regagnai en hâte mon bureau pour examiner les ouvrages qu'il venait de me remettre. Quand le voyageur se penche sur la lecture des ouvrages, il découvre un usage étonnant. Au jour de la mort d'un ancêtre, ce sont 2 jardiniers de ses amis qui rédigent un texte évoquant son existence sous ses aspects physiques et moraux. Ensuite, tous les jardiniers du domaine sont sollicités afin d'ajouter à cette chronologie leurs propres témoignages et anecdotes évoquant la vie du défunt.
ce qui implique qu'au fur et à mesure du temps et des réminiscences de chacun, cette biographie s'étoffe. La jeunesse, invitée à méditer sur l'existence de ses anciens, peut ensuite y apporter ses propres réflexions, qui seront également insérées dans le volume. Ainsi le passé est perpétuellement réactivé, dans des livres qui ne cessent de s'amplifier, où la mémoire convoquée et inscrite dans un présent figé définit chaque geste de toute une société ancrée dans ses traditions. Notre voyageur, plongé dans sa lecture, absorbé par la rédaction de son propre ouvrage, n'a pas remarqué une anomalie dans l'organisation de cette société. Et c'est grâce à l'aubergiste de l'hôtel désert où il loge qu'il en prend conscience. « Eh bien, dis-je, il me semble que vous vous surpassez. Les repas que vous me servez en ce moment sont tout à fait délicieux. » Je vis son visage s'assombrir. « Vous aurais-je vexé ? J'en suis navré. Comprenez-moi que je suis un étranger et qu'il peut m'arriver, bien malgré moi, de commettre des impairs. » Il dut faire un tel effort pour répondre que son visage devint presque noir. Puis, comme si une étroite vanne se rompait pour laisser passer un peu du trop-plein de son indignation, il me fit cette réponse. « Ne savez-vous donc pas que la cuisine n'est pas une affaire d'hommes ? Voulez-vous dire que cela regarde les femmes ?» Balançant d'un pied sur l'autre, je le vis buter contre une difficulté intérieure qu'il surmonta finalement. « Certainement, cela regarde les femmes. » Le dernier mot était difficile à prononcer. « Eh bien, poursuivis-je, si mon ignorance peut tenir lieu d'excuse, sachez que vous êtes le premier dans ce pays à me parler des femmes, ou du moins à vous risquer à prononcer le mot. Mais je suis curieux des coutumes et vous serez reconnaissant de bien vouloir m'instruire. » « Je ne peux pas vous instruire. Je ne suis pas vraiment du pays. Ou plutôt, j'ai cessé d'en être. » Et tandis qu'il parlait, son visage prit une expression d'intense chagrin, mais il se ressaisit, et c'est presque avec sauvagerie qu'il poursuivit. « Demandez-lui donc à lui, à l'autre, puisqu'il vous dirige ici. Demandez-lui ce qu'il en est des femmes. Cela ne peut manquer de vous intéresser. » L'aubergiste, malgré ses réticences, en dira davantage, et les révélations qu'il fera entraîneront un changement radical dans les projets du voyageur. Oh, pas concernant son désir d'écrire un livre, bien au contraire, mais c'est ce qui détournera sa quête du passé en un itinéraire tumultueux jusqu'aux confins de l'étrange pays des jardins statuaires. Je partis à l'aube, par la porte de derrière, que mon logeur ouvrit exprès pour moi. Et dès que j'eus fait une centaine de pages, je connus une de ces émotions qui semblent se jouer de la mémoire pour nous plonger dans un temps très lointain que les événements de la vie qui continue, devraient depuis longtemps avoir aboli. Quand il surgit aussi inopinément ce profond « maintenant », au creux duquel se dérobent les ombres disparues, se donne inqualifiable. Il est gros d'engendrements à venir, qu'on a connus pourtant et que de nouveau on attend de pouvoir nommer. En sorte qu'à l'inéluctable poids du passé se mêle, fraîche embrassée, la gerbe des virtualités que le cours des choses a abolies, auxquelles on a cru un instant. On découvre alors avec stupeur que l'on a eu seulement raison de ces illusions que le crible du réel a retenues à jamais dans d'inaccessibles arrière-mondes. Dans l'eau forte du petit matin, je suivais cette route large et austère, semblable à tant d'autres, bordée de hauts murs que surplombent des frondaisons noires. Ça et là, j'apercevais un toit sombre et pentu. Chaque groupe loge dans sa demeure,
mussée dans un angle du terrain, toute proche de l'enceinte fermée. De temps à autre, je passais devant une porte, toujours close. Il cherche une légende, il va trouver la réalité. Il cherchait le passé, il va entrevoir l'avenir. Le temps, quoi qu'on veuille, est toujours en marche. Pour le meilleur, pour le pire aussi. Dix minutes chroniques dans Viva Culture, sur Westrack Radio et en podcast. À bientôt. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Agoundou qui va nous parler de ce qu'il fait, de son bénévolat, de ce qui s'appelle Entraide Addict 276. Alors, qu'est-ce que c'est cette association ? Voilà, donc c'est l'association Entraide Addict 276, c'est une association qui est affiliée justement à une fédération nationale qui est créée depuis 1910, où on accompagne des personnes en prise avec des conduites addictives ainsi que l'entourage. Et on prend en charge les addictions, c'est-à-dire aux substances psychoactives et également des addictions comportementales du genre jeux vidéo, jeux d'argent, également le sexe ou le sport. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, je viens vous voir en disant je suis addict, je tombe sur qui ? Je tombe sur vous. Et effectivement, il y a un numéro de permanence. Il y a un numéro également aussi, il y a deux numéros. Et ce numéro, soit c'est moi, ou soit c'est justement un des bénévoles qui reprendront justement à un appel et qui proposera systématiquement un entretien pour représenter l'association, et également aussi le projet associatif. Et par la suite, justement, de pouvoir recueillir les besoins de la personne qui vient nous voir. C'est une association nationale. Oui, c'est une association nationale. En fait, on est affilié à cette association Entraide Addict qui est nationale, qui est reconnue d'utilité publique. Et quand vous recevez les gens, vous avez une formation ? Je suis infirmier de métier et puis j'ai la chance, en effet, justement, avec notre fédération qui nous forme. On a plusieurs formations de base, les bases en addictologie, l'accompagnement, justement pour être mieux, justement, monter en compétence pour pouvoir accompagner. Donc, je suis formé. Et est-ce que les formateurs peuvent être addicts ou anciens addicts ?
Effectivement, la particularité au niveau de la fédération où tous les formateurs, le plus souvent, ils ont eu un parcours d'addiction. Et donc, ce n'est pas que la théorie, hein, on a un côté théorique, mais c'est également aussi leur expérience qu'ils mettent aussi dans la formation, et donc c'est très très riche. Donc, en fait, votre façon de faire, c'est de faire passer la personne qui vient vous voir de patient à acteur. Acteur de son problème. Exactement, on n'est pas là justement pour stigmatiser, pour forcer, dire vraiment ce qu'il est bien à faire. Mais nous sommes là pour accompagner toute personne qui vienne volontairement, justement nous voir pour que cette personne devienne responsable et libre de choisir sa propre démarche de soins. Est-ce que vous formez aussi l'entourage? Parce que souvent l'entourage est néfaste, croyant bien faire et donne de mauvais conseils aux gens malades en fait. Voilà. L'association a une de nos missions également aussi de pouvoir accompagner l'entourage. Et comme nous sommes également une association reconnue comme un organisme de formation, mais on propose des formations également aussi aux entourages, ceux qui veulent vraiment s'impliquer. Mais sinon, à part ça, on a un groupe entourage justement que selon les besoins, on peut justement animer des débats autour de l'entourage. Ça c'est ouvert également aussi à toute personne justement à des personnes dans ses proches qui est addicté de venir à l'association. Il sera accompagné. Est-ce que c'est difficile de faire venir les gens est-ce que quand vous proposez de faire une réunion, vous avez des difficultés ou est-ce que les gens ils vont de bon cœur, on va dire? Voilà. Ça va dépendre justement du territoire et de la commune. C'est pas toujours évident et c'est pour ça que depuis 2 ans, ça fait 3 ans que j'ai repris l'association au niveau du département 2776. On essaie vraiment de donner une nouvelle impulsion, d'ouvrir justement par des propositions cohérentes pour attirer tout le monde sans exception. Et c'est pour ça que nos réunions, ça s'appelle pas groupe de parole, ça s'appelle café d'entraide avec différentes thématiques et que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être addicté pour venir à l'association. Et on se base là-dessus pour communiquer un peu plus sur les réseaux sociaux pour que ça soit très très ouvert justement pour que le maximum de personnes puissent venir. Vous faites des conférences? Ce sont pas enfin c'est en projet, mais on anime justement des débats. Des débats autour par exemple du ciné-débat, justement, qu'on va animer, justement, qu'on propose. Et puis, on fait des interventions également aussi dans les résidences et autonomie, en milieu scolaire, auprès des différents partenaires, justement, professionnels parfois, justement, de pouvoir leur parler de tout ce qui concerne les addictions. Vous faites des ateliers? On fait des ateliers, on propose des ateliers justement sur l'alcool, sur le cannabis, avec différents des parcours, des lunettes, et également aussi on propose justement des ateliers sur la sécurité routière. Sinon, vous faites des forums? Des forums, oui. Par exemple, là, on a été au forum des associations, justement sur le Havre. On est beaucoup implanté sur le département 27, on est à Évreux, on est à la Bonneville-sur-Étang, on est à Verneuil, au Neubourg, à Louviers, à Val-de-Reuil, à Ponteau-de-Mer, et en Seine-Maritime, on commence vraiment à nous déployer, où on est à Saint-Étienne-du-Rouvray et au Havre, et puis bientôt ça va être justement à Dieppe, où depuis l'année dernière on travaille déjà avec les partenaires du territoire pour justement être implanté, parce qu'il y a un besoin sur ces territoires. Sur Fécamp, Fécamp, on a fait la démarche, on a fait la démarche auprès des structures d'addictologie, on attend justement parce que nous on se déplace là où il y a vraiment un besoin, où il y a cette volonté des politiques justement de faire venir l'association pour aider. Sinon,
vous faites des formations de services de santé au travail? En fait, l'association, nos formations sont destinées principalement, c'est-à-dire aux bénévoles, pour qu'ils puissent monter en compétences. On a un autre organisme justement qui intervient en milieu professionnel purement, ça s'appelle Alaska Conseil, qui fait partie de la fédération. Si une entreprise, peu importe, souhaite leur intervention pour accompagner, c'est à eux qu'on fait appel. Et sinon, il y a aussi, j'ai vu quelque part sur alcool assistance, vous faites quelque chose de plus pour l'alcool ou... Voilà, on prend en charge toutes les addictions, c'est-à-dire que les addictions aux produits psychoactifs, donc il y a l'alcool, cannabis, cocaïne, etc. Et puis tout ce qui est comportemental, jeux vidéo. Alcool assistance, ça c'était l'ancien nom de l'association qui a changé depuis, puisque on ne se focalise pas uniquement sur l'alcool, mais l'alcool, ça reste justement une addiction qu'on prend beaucoup en charge. Oui, c'est une des plus grandes addictions. Puis c'est quand même l'alcool, c'est quand même mortel. Bien sûr, bien sûr. C'est l'alcool justement. C'est aussi culturel. Hein, oui. C'est accessible et que c'est ancré depuis dans l'histoire, hein, justement, que l'alcool est beaucoup utilisé et que c'est pas refusé de consommer, mais à un moment donné, ça peut devenir une problématique et que aujourd'hui une des premières causes des accidents de la route mortels, le plus souvent, c'est l'alcool. Voilà. Donc, il y a des dégâts que l'alcool fait et que, justement, ça reste principalement l'addiction où on prend beaucoup en charge. La plus dangereuse, oui. Sinon, est-ce que je pourrais avoir vos adresses, l'adresse où on peut vous joindre? Voilà. Donc là, pour l'instant, on a notre numéro de téléphone, c'est-à-dire que qu'il faut appeler, c'est le 06 44 18 85 50. Donc le 06 44 18 85 50. Voilà, c'est ce numéro qu'il faut appeler principalement. On est en train de mettre également aussi un numéro de permanence qui n'est pas encore totalement actif, qui est sur notre flyer. Qui est ce numéro justement que vous pouvez appeler également aussi pour avoir justement quelqu'un en ligne. Justement, c'est ce numéro qui est 07 88 25 67 13. 07 88 07 88 25 67 13. Et c'est ce numéro que vous pouvez appeler, c'est le numéro de permanence, justement pour avoir quelqu'un pour un soutien par téléphone. Mais sinon sur le Havre, pour l'instant, on n'a pas un local, mais ça va arriver. Là, on attend justement pour choisir un quartier ou 2 ou 3 quartiers justement où il y a un besoin pour pouvoir s'installer. Donc là, les démarches sont en train d'être faites. Et vous êtes sur Facebook? On est sur Facebook, on est sur Instagram. On est sur TikTok. Oui. On est sur YouTube. Vous êtes vraiment... Voilà. Et ça c'est récent parce que c'est aujourd'hui c'est les moyens de communication qui est beaucoup utilisé, qui est accessible selon les tranches d'âge et qu'on est obligé de se mettre aussi à la page. D'accord. Alors il faut vraiment ne pas vouloir pour ne pas vous atteindre. Effectivement, on est des bénévoles, on a ce désir, cet engagement bénévole de pouvoir aider notre prochain, et donc ça reste libre. Ça laisse libre à tout un chacun qui a besoin, parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont cette réticence par la honte, par la peur. Nous on est une association où on essaie l'ignorance, effectivement l'ignorance de savoir ce qui existe et d'être addict. Voilà, exactement, c'est-à-dire que il y a ce déni le plus souvent que on reconnaît pas qu'on est addict, alors que à l'association c'est ouvert à tout le monde. Donc à l'association il y a tous les profils peut-être addictés, non addictés. Justement, ça permet de vivre ensemble. L'association, c'est ça, se vivre ensemble. Avez-vous autre chose à ajouter?
Pas particulièrement. Voilà, je vous remercie justement d'avoir cet entretien. C'est un premier justement demande, et on est très très content d'arriver sur le Havre parce que on a cette passion de cette ville qui nous accueille, qui est très très ouverte d'esprit, et que je pense que on est très 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 heureux d'arriver justement à implanter l'association ici et de pouvoir travailler avec tous les acteurs locaux. Et donc on est très 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 heureux de pouvoir être là avec beaucoup de projets à déployer. Eh bien, je vous remercie. Je souhaite une bonne journée. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, merci. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez le premier spectacle du Volcan. Ce sera le jeudi 2 octobre à 20h et le vendredi 3 octobre à 19h. Il s'agit d'une représentation du collectif XY, le Pas du Monde. Vous connaissez ce collectif, il s'est formé en 2005, il est fort d'une 50aine d'artistes et il nous a prouvé l'an dernier sa virtuosité technique autour du porté acrobatique. Cette création, le Pas du Monde, fait le lien entre le mouvement et le vivant. Et effectivement, ce n'est pas une nouveauté, la maîtrise des 3 dimensions d'un plateau, mais cette dernière création intègre une nouvelle donnée au mouvement, le souffle. Ses membres, qui sont capables d'évoluer dans un silence complet, lors de leur forme in situ, se lancent ici le défi du chant, endossé tantôt par le groupe, tantôt par des solistes, incorporés à la compagnie pour l'occasion. Des chaînes humaines se forment, se transmettent le mouvement, s'effondrent, se recomposent, un mur s'érige, des tentatives de construction émergent, bref, venez, prenez des places, allez, on commence ensemble la jolie saison du Volcan. Bonne semaine à vous, au revoir.